Avant de me présenter et de rentrer dans le vif du sujet qui a été introduit par Philippe et que je remercie aussi Dominique pour cette invitation. Je voudrais juste prendre quelques mots que j'ai retenus des interventions de la matinée et qui me semblent être intéressants parce que vous allez sans doute les retrouver dans mon propos, ce qui montrera un peu le conducteur aussi entre ce qui se dit et puis mon intervention qui va être beaucoup plus pragmatique, on va dire, puisque moi je suis une praticienne de terrain, je ne suis pas ni sociologue ni épistémologue. Et les petits mots que je voulais vous lancer sont avec, pour, écoute, valeur, trouver des solutions et être acteur. Donc je suis chercheur à l'INRA qui s'appelle depuis janvier 2020 INRAE. Je suis microbiologiste, spécialiste en écologie microbienne, en particulier dans les sols forestiers. Et après une première carrière en recherche fondamentale, j'ai souhaité, il y a une petite dizaine d'années, m'orienter vers la recherche autrement. Certains d'entre vous connaissent peut-être plutôt les sciences et les recherches participatives. En fait, selon la définition qui a été donnée par François Rouillet, qui était à l'époque PDG de l'INRA, ce sont de nouvelles formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des non-scientifiques participent aux côtés des chercheurs de manière active et délibérée. Et dans mon intervention, je parlerai peut-être pas trop de non-scientifiques, mais plutôt de citoyens. Et j'utilise ce terme vraiment au sens large, puisque pour moi, les citoyens, c'est à la fois les jeunes, les collégiens, les lycéens, c'est à la fois le grand public, les professionnels, ça peut être les élus, ça peut être vraiment des acteurs très très variés. Donc, dans la définition des sciences et recherches participatives, il est dit que ces non-scientifiques, ces citoyens, peuvent participer à la construction de connaissances scientifiques nouvelles. Certes, mais du côté des scientifiques, comme du côté des citoyens, beaucoup s'interrogent sur ces nouvelles pratiques de ce qu'on appelle la science ouverte. Par exemple, beaucoup de mes collègues chercheurs s'inquiètent, voire mettent en doute la qualité scientifique des données et des résultats qui sont produits par des non-chercheurs. Et du côté des citoyens, c'est vrai aussi qu'il y a une forme d'autocensure qui est sans doute aussi liée à l'image que les citoyens ont du chercheur, qui est souvent vu comme un sachant inaccessible dans son laboratoire. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le redis ici, je ne suis pas épistémologue, je ne suis pas sociologue. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon expérience de terrain. Et je vais essayer de vous montrer que le citoyen peut être vraiment acteur de ce processus et de l'écosystème de la recherche. Et pour que les chercheurs s'inquiètent un peu moins, il est important que cette évolution soit accompagnée par le monde académique, qui est le seul à pouvoir garantir la qualité scientifique de ce qui ressortira de cette implication citoyenne dans la recherche. Et il est aussi très important que l'on forme tous les citoyens à la démarche scientifique. Pourquoi c'est important de former les citoyens à la démarche scientifique ? C'est important de former ces citoyens à la démarche scientifique dans ce contexte actuel où les sciences, la technologie font l'objet de rumeurs, font l'objet de fausses nouvelles, font l'objet de complots contre lesquels il est vraiment urgent d'agir. Et en fait, quand on se confronte à la démarche scientifique, on apprend à être curieux, on apprend aussi à se poser des questions sur le monde qui nous entoure, à rechercher des informations et à valider leur contenu, à savoir les utiliser à bon escient, à trouver d'où viennent ces erreurs. L'erreur en science, le doute en science, c'est quelque chose de fondamental. Et on apprend aussi à apporter des réponses objectives à toutes ces questions qu'on se pose, en se confrontant aux idées des autres. Donc cette démarche scientifique, c'est un formidable outil pédagogique pour inciter tous les citoyens, et en particulier les plus jeunes, j'insiste sur les plus jeunes, on en a un peu parlé ce matin, c'était Jacques Le Goff qui répondait à une question sur la notion de former au plus jeune
bien, c'est un formidable outil pour adopter un esprit critique de tout instant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont visé justement à renforcer cette formation de marge de recherche auprès des plus jeunes. Vous connaissez peut-être des initiatives portées par l'Académie des sciences, qui s'appelle La main à la pâte ou les maisons pour la science. Voilà. Il y a une initiative que vous connaissez peut-être moins, qui a été portée par une collègue qui est aujourd'hui directrice de recherche à l'INSERM à Marseille, qui en 2004, elle s'appelle Constance Hamon, a eu envie de créer des laboratoires de recherche ouverts pour collégiens et lycéens, qu'elle a baptisés tous chercheurs, pour permettre à ces jeunes d'expérimenter la recherche. Ces laboratoires sont particuliers. Ce sont des laboratoires qui contiennent des espaces de travail qui permettent de construire des questions de recherche, d'échanger, de débattre, de discuter. Ça contient aussi des espaces de laboratoire qui sont équipés avec des vrais équipements scientifiques de pointe qui sont laissés à la disposition de ces jeunes et moins jeunes, puisque ces laboratoires sont aussi ouverts à des citoyens. Ça contient des espaces de convivialité et vous verrez que c'est vraiment important parce que c'est important de faciliter le dialogue et l'écoute entre les différents acteurs qui sont mobilisés dans ces laboratoires, qui sont à la fois des citoyens mais aussi des chercheurs. Et on a depuis peu même un site expérimental parce que j'ai fait la connaissance de Constance en 2010 et en 2011 on a eu envie d'essayer ensemble ce concept tous chercheurs en Lorraine où on a fait entre 2015 et 2018 3 laboratoires, un à Metz, un à Nancy et un à Bruxelles. Et vous avez ici une personne qui représente l'un de ces laboratoires, qui est vice-présidente d'une association qui accueille le laboratoire de Vittel. La pédagogie tous chercheurs, c'est important qu'on s'arrête un petit peu dessus. C'est une pédagogie qui est basée sur le principe d'apprendre en faisant. C'est-à-dire qu'on met les personnes accueillies, donc des élèves ou des citoyens, dans une posture d'investigation ouverte où le résultat à trouver n'est pas connu, donc, comme ça se passe en général dans la recherche. Et si on accueille des classes, eh bien on accueille potentiellement 30-35 gamins. Et dans ce cas-là, on va répartir les élèves en petites équipes de recherche de 5, 6, 8 élèves qui sont tous encadrés par un tuteur scientifique. Et ce tuteur est en général un jeune chercheur qu'on a formé à cet encadrement scientifique, puisque le tuteur n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais pour guider cette équipe dans son autonomie. Au cours de ce stage, les jeunes vont poser une question de recherche, ils vont expérimenter pour essayer de répondre à cette question, ils vont obtenir des résultats, et ils vont analyser ces résultats avec l'aide de leur tuteur scientifique. On a des stages, on a fait des stages qui sont ce que j'appelle des stages pour l'exemple, c'est-à-dire que à la fin de ces stages, qui peuvent durer 2 à 3 jours, la donnée scientifique qui est générée n'est pas utilisée à proprement parler. Elle est utilisée pour le stage, c'est-à-dire elle sert d'objet d'interprétation, d'analyse, mais elle n'est pas utilisée au-delà du stage. Et puis on a créé des stages au cours desquels la donnée qui est générée par les stagiaires, donc les jeunes ou les citoyens, est utilisée par les chercheurs. Et là, on est vraiment dans une dynamique de recherche participative. Et c'est l'exemple notamment de ce programme de recherche participative nationale, le programme CITIC, dont a un peu parlé Philippe, et que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. C'est un programme de recherche dont l'objectif est de faire travailler ensemble chercheurs et citoyens pour mieux comprendre l'écologie des tiques et des maladies qu'elles transmettent, et en particulier la fameuse maladie de Lyme, qui est aussi une belle illustration du concept One Health, ou une seule santé, dont certains peut-être d'entre vous, sur lequel peut-être que certains d'entre vous vous pencherez cet après-midi, puisque je pense que c'est l'un des thèmes des ateliers de cet après-midi. Donc, dans ce programme de recherche participative que l'on a créé en 2017 avec mon collègue Jean-François Cosson, l'idée c'était de permettre aux citoyens de s'impliquer, de se mobiliser et d'être acteurs de la recherche à différents niveaux en fonction de
leur temps en fonction de leur envie. Et donc ces citoyens peuvent nous aider à faire connaître le programme pour, au bout du bout, obtenir davantage de données scientifiques en rapport aux questions qu'on se pose. Mais ils peuvent aussi, malheureusement, s'ils se sont fait piquer ou s'ils ont un animal qui s'est fait piquer, ils peuvent nous envoyer des signalements de piqûres et nous renseigner un certain nombre d'informations d'ordre écologique sur les conditions de cette piqûre, qui sont des données scientifiques indispensables pour avancer sur la question du risque que représentent ces acariens. Et puis, ils peuvent nous envoyer les tiques. Et on a créé une grosse bibliothèque à tiques qui s'appelle une ticothèque, qui contient plusieurs dizaines de milliers d'échantillons depuis 3 ans. Mais au-delà de ça, l'idée c'était de rendre vraiment les citoyens acteurs du processus de production de nouvelles connaissances. Et on a créé un stage de recherche, et on va en créer encore bien d'autres derrière, mais on a créé un stage de recherche qui permet aux citoyens qui ont envie de venir au laboratoire de chercheurs de Nancy pendant 2 jours, pour le moment, pour analyser par eux-mêmes une partie de ces tiques et répondre ainsi à des questions qu'ils se posent eux-mêmes sur ce matériel. Et bien sûr, pour générer une connaissance nouvelle, une connaissance validée scientifiquement, il n'est pas question de faire ça en 2 jours. C'est aussi tout l'enjeu de ces stages de recherche qui permettent de montrer que la recherche, ça prend du temps. Et dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, c'est important aussi de faire connaître ce que c'est que la recherche et pourquoi on ne sort pas un résultat comme ça en claquant des doigts parce qu'on en a besoin. Et donc, comme on ne peut pas générer une connaissance nouvelle juste après un premier stage, on en a organisé une vingtaine depuis qu'on a lancé ces stages en mars 2019 et on a accueilli à peu près 80 citoyens, à peu près 200 élèves, collégiens et lycéens, sur ce sujet-là qui a été posé par les citoyens eux-mêmes au débarrage et qui était la question du risque que représentent les tiques qui ont piqué les animaux de compagnie pour la famille qui vit avec ces animaux. Et on a travaillé sur cette question pendant plusieurs mois avec des groupes de citoyens qui se sont succédés, qui, de groupe en groupe, ont utilisé les données produites par les précédents groupes et ont continué à essayer d'avancer sur cette question-là. Et on en est à l'étape où on est en train d'écrire la première publication scientifique qui a été générée exclusivement à partir des résultats qui sont produits par ces citoyens dans ce laboratoire et qui ont utilisé des équipements qui sont des équipements de voltige, pour certains, ce sont des équipements pour analyser les contenus en ADN, par exemple, etc. Donc c'est vraiment des équipements de pointe. Juste pour la petite histoire, en fait, cette question du risque que représentent les tiques qui piquent les animaux de compagnie, c'est aussi une question qui, depuis quelques mois, a été reprise par un laboratoire de recherche spécialiste du domaine, qui a même mis une thèse sur le problème. Et cela vous montre que finalement, le fait d'avoir travaillé et d'avoir écouté les préoccupations des citoyens dans cette pédagogie propre à nos fonctionnements au laboratoire de chercheurs, ça a été générateur de nouvelles questions de recherche et finalement d'une forme d'innovation en sciences, parce que finalement la co-construction des questions a été vers une question que les labos de recherche eux-mêmes ne s'étaient pas posées. Et au-delà de cette avancée scientifique que permet cette étape de co-construction avec les citoyens, on va dire que ces moments de rencontre dans ces stages de recherche sont aussi une vraie belle aventure humaine, et j'ai mis de côté quelques témoignages des personnes qui ont participé à certains de ces stages, c'est à la fois des adultes ou des collégiens et des lycéens, parce que vous allez voir que je trouve que les messages qui sont portés dans ces témoignages sont vraiment profonds sur tout ce que ça peut apporter, cette nouvelle façon de faire la recherche avec les citoyens. Donc le premier, j'en ai 4-5 à vous proposer. Marianne, 60 ans, qui sont anonymisés, mais j'ai le prénom, on va dire, transformé de la personne et son âge. Marianne dit: d'avoir été immergée dans cet environnement pendant 2 jours, on n'en ressort pas indemne. Catherine, 60 ans, parce que les informations transmises sont fiables et que je les ai
ai expérimentées, je suis armée pour les transmettre à d'autres. Lydie, 11 ans. Si c'est nous qui l'apprenons, en faisant vraiment une expérience, on a la preuve de ce qu'on affirme. Henri, 41 ans. Le gros avantage qu'a ce laboratoire participatif, c'est de démystifier le côté un peu austère et un peu fermé des sciences. Et la dernière, je l'aime beaucoup, c'est Marie, 11 ans, qui dit « Je ne pensais pas que ça prenait autant de temps et que ça épuisait autant de trouver des réponses. » J'ai presque fini. Je dirais que certains, en fait, et c'est des choses que j'ai déjà entendues, diront que cette belle aventure, c'est surtout dû au sujet de recherche qu'on traite, et qui est en particulier très fortement lié à une problématique de santé publique qui préoccupe beaucoup de monde actuellement. Et pour ma part, je suis très sincèrement convaincue que ce n'est pas de ça. Et qu'il est tout à fait possible de dupliquer cette expérience sur bien d'autres problématiques d'importance sociétale, notamment grâce au potentiel d'innovation que représente le dispositif Tous chercheurs. Comme je vous notamment grâce au potentiel d'innovation que représente le dispositif Tous chercheurs. Comme je vous l'ai montré, ce dispositif permet d'opérer un changement de posture pour les acteurs concernés, donc les chercheurs et les citoyens qui se rencontrent dans ce lieu neutre. Et ce changement de posture est indispensable au dialogue des savoirs scientifiques et des savoirs profanes, savoirs expérientiels apportés par les citoyens, qui est lui-même un préalable à la co-construction des questions de recherche sur lesquelles on va pouvoir travailler tous ensemble. Ce dispositif, c'est aussi une opportunité pour les citoyens chercheurs d'expérimenter et d'analyser les résultats qui ressortent de leurs expériences, dans le but de produire de nouvelles connaissances scientifiques, certes, mais avant tout de trouver des solutions aux problèmes qu'ils se posent au départ. Et dans ce contexte, je pense qu'on peut considérer ces laboratoires Tous chercheurs, ce dispositif particulier, comme de nouveaux tiers-lieux de formation par la recherche, mais aussi d'innovation ouverte, qui se distinguent d'autres living labs par leur très fort ancrage dans la recherche. Et c'est important, je l'ai déjà mentionné, pour moi c'est essentiel, parce que cet ancrage dans la recherche est aussi un moyen d'être garant de la qualité scientifique, de ce qui va ressortir de ces projets qui sont incubés par la structure. Et pour aller plus loin, je pense qu'on peut dire que ces laboratoires Tous chercheurs qui se positionnent en fait au carrefour entre la médiation, l'initiation à la démarche scientifique, la formation à la démarche de recherche et les sciences et les recherches participatives. C'est aussi, si on veut bien, de véritables lieux de démocratisation de la recherche. Voilà. Merci de votre attention. Ce qui m'a beaucoup interpellé, que j'aime beaucoup, c'est on co-construit des questions. On co-construit des questions que les labos ne se sont pas posées dans la démarche que vous évoquez. C'est exactement ce que dit Louis, notamment dans ce petit livre dont vous parlez tout à l'heure, ça va lui expliquer ses problèmes. Il dit d'une certaine manière que la vie démocratique, c'est ça fonctionne comme une enquête. À un moment où des gens, comme vous, comme moi, engagés, pas engagés, commencent à se poser des questions et à co-construire des questions. Et à essayer d'élaborer non pas d'abord effectivement des solutions, mais des problèmes. Et parfois, l'élaboration des problèmes permet de regarder autrement des solutions. Il dit ça et il dit aussi que la vie démocratique, c'est une capacité à articuler des savoirs scientifiques et des savoirs pratiques. Et que la formation en sciences sociales et en humanité est évidemment fondamentale parce qu'elle est une formation gratuite d'une certaine façon, mais elle doit aussi trouver un point d'articulation avec des savoirs pratiques. Et c'est ça la vie démocratique. Sinon, c'est de l'expertise. Ça me permet de faire le pont à ce qu'on dit aujourd'hui en politique. En politique, justement, les dirigeants ont tendance à donner des solutions. Et ils arrivent toujours en disant j'ai la solution, ou alors ils se tournent vers des experts et ils disent donnez-moi des solutions. On veut des solutions clés en main, des dispositifs clés en main. Et parfois d'ailleurs,
les publics ont aussi tendance à dire donnez-moi des solutions, sans dire à quel problème il faut répondre. Et d'ailleurs, ces dernières années, c'est une des difficultés auxquelles on a été confronté dans l'exercice de la politique, ça j'ai vraiment vécu de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les evidence-based policies, vous savez, cette idée qu'on construit des politiques publiques basées sur la preuve. Ça a été un projet absolument formidable, mais la difficulté, c'est que parfois l'expertise est venue remplacer le débat démocratique. Et ça, c'est un point qu'il faut prendre très au sérieux et qui est une des difficultés à laquelle on est confronté. C'est un vieux débat que j'ai évoqué Dewey. Dewey, il a écrit le public et ses problèmes en 1927 dans une grande polémique qu'il a eue avec quelqu'un qui s'appelle Lippmann, dont vous avez aussi peut-être entendu parler, et qui en gros considérait que finalement le rôle de la politique et le rôle de la démocratie, plus exactement, c'était d'entériner des décisions ou d'accepter socialement des décisions qui avaient été élaborées par des experts et qui reposaient d'une certaine manière sur la nécessité, face à la complexité du monde, de construire des politiques publiques à la hauteur de cette complexité. Et Dewey a construit les choses contre ça. Dernier point, je vous promets, je vais vite. On parle beaucoup de systémique. Et c'est exactement le même type de problème. Le systémique, c'est quelque chose qui est très paradoxal dans les opinions des gens. À la fois, quand on fait de la politique, aujourd'hui, notamment quand on porte la question écologique, le systémique, c'est la condition de possibilité de l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à penser la réponse à la crise écologique sans passer par des cas systémiques. Et c'est juste, et c'est normal, et c'est parfaitement sensé. Et en même temps, pour les gens, il y a ce qu'on appelle, ce que les psychologues appellent l'agentivité, c'est-à-dire la capacité à avoir le sentiment que ce qu'on fait a un impact sur les choses, qui est très faible dans le systémique. Si tout est systémique, où est la place en tant qu'agent individuel, en tant que personne, en tant que personne pour nous. Les gens, ils ont du mal à passer par les articulations entre l'individuel et le collectif. Ils peuvent passer de l'individuel à un collectif qui est interpersonnel, c'est-à-dire quand on est en contact avec les autres et qu'on veut construire quelque chose avec les autres. Mais de l'individuel à quelque chose à des problèmes très macro, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire tout petit point. La radicalité, c'est super important. La radicalité, c'est pas la polarisation. C'est pas la polarisation. On peut être parfaitement radical dans la société, sans avoir besoin de s'opposer violemment ou de désigner des ennemis dans le reste de la société ou des blocs dans le reste de la société. Et il me semble que parfois, quand on aborde la question de la radicalité dans le débat public, on a tendance à confondre les deux. Alors, l'expérimentation que vous venez d'évoquer, pour moi, se situe complètement, pour en revenir à Longuet, dans la logique de l'incarnation. Puisqu'il s'agit bien d'incarner une recherche, une réflexion, pour l'enraciner dans des pratiques très concrètes. Et on sait que c'est la base même des véritables apprentissages. Moi, je ne cessais de répéter à mes étudiants, là c'est à propos de la lecture, en particulier, la phrase de Pascal qui dit en substance « On ne se convainc jamais mieux que par les raisons qu'on s'est données de croire et de comprendre, etc. » C'est-à-dire, vous n'allez pas chercher à l'extérieur des réponses, etc. Il faut que ces réponses viennent de vous au terme d'un processus de réflexion et en l'occurrence d'apprentissage.